Bonjour tout le monde, bienvenue à Origine Montréal Balado. Aujourd'hui, je vais vous parler de chantier. Mais là, tu vas dire, ben là, Sébastien, t'es dans les champs, t'es pas dans le bois. Mais regarde, tout ça, là, c'était du bois à un moment donné. C'était tout passé, ça, pas mal facilement. Puis qui est en arrière de tout ça? Mais c'est l'industrie forestière. Puis malheureusement, on parle encore aujourd'hui de Philemon Wright. J'ai pas le choix, les amis. C'est parce que c'est lui qui a établi le système qui a fait en sorte que la colonisation et la foresterie, l'industrie forestière a pu profiter de tout ce territoire-là et comment ça s'est fait au détriment des Algonquins et du peuple Anishinaabe. Donc, je vous parle de ça dans quelques instants. Là, je m'en vais à l'atelier. Il fait ben trop froid ici. Nous voilà au chaud. Et oui, aujourd'hui, comme je vous ai promis il y a quelques instants, on continue la série spéciale sur les chantiers. Et puis, oui, faut parler encore de ce monsieur, comme j'ai mentionné. C'est important, parce que c'est important, puis vous allez voir pourquoi. On entend souvent un mot, on entend souvent un groupe de mots, puis on explique rarement pourquoi qu'on le dit, puis je pense pas qu'on le prend un côté plus sérieux. Donc, il y a quelque chose qui me tracasse quand on dit ça, c'est quand on dit territoire non cédé. Qu'est-ce que ça veut dire, mes amis, quand on entend ça dans le public? Donc, on parle ici, là, quand on parle de territoire non cédé, c'est avant les routes, avant les villes, avant les villages, avant les cantons, avant les chantiers et les moulins. Hein? Ça, faut le dire. Donc, c'est un territoire. Ce territoire-là, là, il appartenait à quelqu'un, il appartenait à un peuple. Ce peuple-là ce territoire-là appartient au peuple algonquin Anishinaabe. Puis, on parle de l'histoire, souvent de la région, on parle d'eux, là, long de même. 3-4 phrases, une élocution au début d'un grand discours politique ou municipal ou universitaire, tu sais. Nous on se reconnaît sur le territoire non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Tellement là, sans savoir qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme-là. Puis beaucoup de gens n'ont aucune espèce d'idée. C'est comme, c'est rendu une phrase qu'on utilise pour s'enlever notre culpabilité, puis continuer qu'est-ce qu'on veut faire. Tu sais, puis des fois, je suis assis là, puis je grogne un peu, parce que c'est devenu, pour beaucoup de gens qui connaissent l'histoire, puis qu'est-ce qu'on voit la réaction des gens aujourd'hui, puis comment est-ce que les choses se déroulent, c'est des paroles vides. Donc, on va mettre du sens à ces mots-là aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, territoire non cédé? Donc, c'est des terres qui n'ont jamais été vendues, elles n'ont jamais été cédées par un traité. Les Algonquins n'ont jamais abandonné volontairement. Okay? On a cette idée-là là, que ça s'est fait facile. Oui, ça s'est fait facile pour le colonisateur. Pour le peuple Anishinaabe algonquin, c'est une autre paire de manches. Là, okay, vous allez voir. Donc, dans cet épisode, on va parler de ça. Puis, il faut parler de Philemon Wright, ces entreprises de colonisation puis d'exploitation forestière. On va aussi parler de l'arrivée des compagnies forestières suite à Philemon Wright. Philemon Wright a mis les cartes sur la table, a mis le jeu sur la table quand c'est venu au territoire non cédé. Donc, c'est important de le mentionner. Et aussi comment les colons ont pris possession du territoire. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important de vous mentionner pour démystifier plein de choses. Puis comme j'ai dit, on parle tellement des Algonquins dans notre histoire régionale, là, de l'Outaouais puis du Pontiac, on dit 2-3 phrases, puis le reste, on passe à d'autres choses. On parle des colons écossais, irlandais, blablabla. Mais on oublie toute cette période où ce que le territoire appartenait au peuple Anishinaabe et algonquin. C'est important. Donc, c'est important de le mentionner parce que cette industrie-là forestière, elle s'est faite sur le dos des Algonquins. Donc, c'est important d'en parler quand on parle de chantier, l'histoire des chantiers dans l'Outaouais et du Pontiac. Donc, il n'y a pas eu une bataille. Il y a eu quelques conflits, on va aller en détail. Il n'y a pas eu un traité équitable, rien pantoute. Mais je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a eu. Il y a eu des promesses non tenues. Oui, plein. Il y a eu des lois coloniales. Oui, mais n'oubliez pas, les Algonquins ne pouvaient pas se défendre. Il y avait des lois coloniales, mais on ne pouvait pas vraiment contester. Il y avait seulement une manière de contester, puis je pense que vous allez voir. C'est par la force. Ça, il ne faut pas s'en cacher. L'intimidation et le silence imposé aux peuples autochtones
au peuple algonquin. C'est pas juste algonquin, partout au Canada, on a imposé cette loi du silence parce que on ne pouvait pas se défendre devant la cour avec un avocat et défendre la cause devant le gouvernement au niveau légal parce qu'il n'y avait pas ce droit-là, les Autochtones et le peuple Anishinaabe algonquin de l'Outaouais et du Pontiac. Donc, il y a vraiment eu un rapport de force inégal. Donc, c'est important de le mentionner. Donc, on commence d'un peuple qui vivait déjà là, et d'un autre qui s'est déclaré propriétaire du territoire. C'est ça l'histoire de l'Outaouais, c'est ça l'histoire du Pontiac. On n'en parle pas, hein, ça nous tracasse. Puis c'est bien normal, vous allez voir pourquoi. On va voir comment l'agriculture est devenue une industrie aussi, avec Philemon Wright au début, puis après ça, comment les Algonquins ont été transformés aux yeux du système colonial. Donc, imaginez-vous des étrangers qui arrivent sur ton propre territoire. Cet épisode n'est pas là pour glorifier un pionnier ni l'industrie forestière. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que je mentionne. Quand on peut en parler, quand peut-on parler de progrès quand il repose sur la dépossession d'un peuple? Je suis direct aujourd'hui. Donc, je vais essayer de le faire cette période-là, cet épisode-ci, peut-être on va en faire 2, mais je vais essayer de le condenser le plus que possible dans cet épisode. Donc, on va commencer. Philemon Wright, le rapport de force avec les Algonquins. Je viens juste de le mentionner il y a quelques instants. Le contexte de conflit de 1800 à 1808. Quand Philemon Wright arrive dans la vallée de l'Outaouais, dans son canton de Hall, qui a acheté avec ses partenaires, sa partenaire d'entreprise de colonisation. C'est ça, c'est une entreprise de colonisation. Il dit aux Algonquins, comme ça, je viens seulement pour cultiver la terre. C'est ça son message. Okay? Au début, il fait ça toute l'agriculture. Ça, je l'ai déjà mentionné dans les épisodes avant. Mais c'est en 1806. Tout change. Philemon Wright se lance dans l'industrie de l'exploitation forestière. Il a commencé à couper dans son canton. Après ça, pour transporter ses bio, il n'y a plus la Gatineau, il n'y a plus l'Outaouais un peu. Fait que, il a bloqué les rivières avec ses bio. Il a bloqué l'accès aux Algonquins aux rivières et à cette liberté de se promener, de chasse et tout ça. Fait que tout ça, ça a eu un impact. Donc, en faisant ça, en utilisant les rivières au début, il a commencé à utiliser le territoire de chasse et des Algonquins. Et comme j'ai dit, quand Philemon Wright il a exploité son canton, il est sorti de son canton, vous vous en souvenez de ça? Et là que ça commence à brasser. Okay? Donc, c'est là qu'on vraiment, on commence à empiéter ce territoire algonquin. Vous allez savoir, ce territoire-là leur appartenait. Okay? Donc, le système, on a joué là. Okay? On a joué au profit des Algonquins et Anishinaabe sur le territoire, puis c'est là que ça commence. Donc, la résistance algonquine, oui, il y en a eu une. OK? Mais c'est pas armé, là. OK? C'était le chef Constant Pénécy, chef algonquin, qui a joué un rôle central dans cette lutte dès le début. OK? Parce que c'était important, il voyait que son territoire était en train de se faire prendre sans consentement, sans. Puis, comme j'ai dit, par force, puis on va aller plus en détail là-dedans, puis l'intimidation. Pour les Algonquins, ben, il détruisait la nature, il a volé des ressources, il a agi sans traiter, il a donné aucune compensation. Aucune. Mais pourtant, là, il y avait la proclamation royale de 1763. Pour les Algonquins, Wright, c'est un intrus. OK? Puis la colonisation du Bas-Canada, le gouverneur, les gens, tout le monde là-dedans est dans la magouille. OK? Puis il savait qu'il ne va pas prendre possession du territoire, mais on a joué avec des lois, on a joué avec ci, voilà, l'expansionnisme au bout des doigts, moi j'appelle ça. OK? Dans le territoire algonquin. Fait que pour les Algonquins, encore aujourd'hui, Philemon Wright, c'est un intrus. OK?
Donc, c'est lui qui a mis la base pour qu'est-ce qui s'est fait au niveau du développement de l'Outaouais et du Pontiac, encore au détriment du peuple Anishinaabe algonquin. Les terres algonquins ne peuvent pas être colonisées officiellement avec l'accord du Proclamation royale de 1663. Donc, Philemon Wright arrive là-dedans. On a comme vraiment tassé toute cette question-là. On les a mis de côté. Puis moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il y a des traces, même Philemon Wright, dans son petit journal personnel, il fait des commentaires. Il y a eu même des lettres qui étaient envoyées avec le gouverneur et tous les gens qui ont joué dans la main de la colonisation. Donc, Wright prétendait, OK? Ça, faut le dire, Wright prétendait, son argument, c'est que sa mission était de créer une communauté agricole autonome. Pour lui, être une terre non cultivée était des terres vides. Même s'il y avait des Algonquins, lui, dans sa tête, c'est pas cultivé, c'est du terrain, c'est des terres vides, peu importe qu'elle soit un territoire de chasse millénaire des Algonquins. OK? Le fait accompli, lorsqu'il a rencontré le chef algonquin qui protestait contre ses coupes de bois, il les a envoyés au gouvernement. Occupez-vous du gouvernement, affirmant qu'il détenait des titres légaux, lettres patentes de la couronne. Ben oui, on lui a donné le droit, on lui a vendu le canton de Hull. Donc, c'est une politique coloniale qui a été mise en place par le gouvernement colonial, puis par l'Assemblée du Bas-Canada. Donc, tout le monde le joue. Là. On veut agrandir la colonie. Donc, on lance la balle, puis on se lance la balle, puis on les envoie un peu partout ici et là pour décourager, dans le fond, parce que les Algonquins le savaient. Là. On a vu le jeu. Donc, la preuve de résistance, par exemple, Penesi a soumis, il n'était pas content, il a soumis 19 pétitions au gouvernement britannique entre 1824 et 1834 pour dénoncer l'invasion de Wright. Je dis, hein, l'invasion de Wright sur leur territoire. Il décrivait Wright comme un envahisseur utilisant les moyens de subsistance de son peuple. La proclamation royale de 1763, Penesi s'appuyait sur les promesses impériales qui stipulaient que les terres autochtones dans les rivières du Outaouais ne devaient pas toucher. Donc, c'est ça qui était l'objectif. Donc, devrait être, avec l'arrivée de Philemon Wright, ça a amené, c'est là que la colonisation a frappé le peuple algonquin et Anishinaabe dans l'Outaouais. Wright a systématiquement ignoré tous les principes, toutes les choses que les Algonquins disaient, tout ça. Lui, il était le colonisateur, il était supérieur à tout ça. Donc, c'est documenté. Toutes ces choses-là sont documentées. Il existe des traces qui rencontrent où Wright a tenté de calmer aussi le chef en lui donnant des cadeaux. Vous voyez le jeu, là? Donc, c'est tout ça, une manœuvre dilatoire pour continuer l'expansion forestière. En résumé, l'agriculture a servi de bouclier moral de Philemon Wright pour se placer face aux Algonquins et à Penesi. Penesi qui n'a jamais cessé de dénoncer cette trahison et promesses royales britanniques. Le chef, c'est qui le chef Constant Penesi? C'est un personnage important pour le peuple algonquin. Il était là à la loge du première heure face à l'arrivée de la colonisation et aussi de l'industrie forestière. Il a créé un blocus. Tu sais, on voit ça souvent, les Algonquins, ils vont beaucoup de blocus. Ils vont bloquer une route, ils vont bloquer l'accès, tout ça, pour sensibiliser. Est-ce que ça vient violent? Pas nécessairement. Il y a des échanges verbaux qui se font lors des blocus. Il y a peut-être eu une bousculade, il y a peut-être eu des choses comme ça, mais de la violence armée de la part des Algonquins, non, parce que les Algonquins savaient. Il y avait quelque chose que les gens ne parlent pas. Parce que Philemon Wright avait une milice. Il était chef de milice. Il avait aussi été donné des canons comme cadeau. En tout cas, voyez-vous un peu le rapport de force.
l'Algonquin qui voit Philemon Wright avec tout ce qui se passe, il y a une milice, il y a des canons, et il y a des hommes forts, il parle plus fort, il y a la magouille derrière lui. Fait que les Algonquins, les Anishinaabe, ils voient ça, puis le rapport de force n'est plus le même. C'est très intimidant. Philemon Wright était très intimidant. Donc, puis tout ce qui se passe, c'était vraiment un rapport de force. C'est un bulldozer là, qui arrivait en Outaouais, là, okay, avec Philemon Wright. La voie légale, c'était écrit par le gouverneur, les autorités coloniales. Puis c'était pas vraiment favorable au peuple Anishinaabe. On voyait l'arrivée des pionniers comme des civilisateurs. Donc, on avait avant ça, au niveau de l'expansion de l'Ouest, on avait les Oblats qui allaient de christianiser les Algonquins. Et là, avec l'arrivée de Philemon Wright, ce début-là, c'est ça. On arrive avec des pionniers civilisateurs. Donc, négociation directe et on peut-il dire négociation? Non. Compensation? Non. Il y a eu de la nourriture, des outils, choses comme ça, là, puis traité, mais ça n'a jamais été pris au sérieux. Pour apaiser les Algonquins puis le chef de l'expansion plus tard des chantiers de ce territoire. La pétition des Algonquines a été déposée au gouvernement du Québec au début du 19e siècle pour se plaindre de Wright. Donc, les faits sont là. Mais on n'en parle pas quand on parle de l'histoire de l'Outaouais. C'est comme on saute tout de suite à les grands titres de colons et tout ça. On en parle de Pénécie de plus en plus dernièrement, mais encore, les gens entendent le nom, on voit ça dans les journaux, mais on ne comprend pas l'histoire derrière tout ça. Il y a aussi de l'appropriation qui se fait là-dedans. On n'est là pas là, mais comprenez le jeu qui se fait encore à ce niveau-là. Mais moi, je vais rester vraiment au fait, au niveau historique. Donc, vous avez déjà entendu ce mot-là, mais ce nom-là, excusez, ça vient de cette histoire-là. Donc, on peut retrouver tous ces documents aux archives, Bibliothèque Archives du Canada, aussi au niveau des Archives nationales du Québec. L'issue du conflit, mais c'est simple, c'était un gouvernement colonial systématiquement pris parti Philemon Wright. Dans tout ça, l'administration se voyait dans l'industrie du bois, un revenu vital pour l'Empire britannique. On a parlé de la guerre napoléonienne, tout ça. Donc, c'est important de parler. Le gouverneur Prescott a aussi joué là-dedans. Les Oblats de Marie Immaculée, c'est là que c'est important de parler. Oui, ils ont leur part là-dedans, la colonisation, tout ça. Ok, je ne vais pas m'en aller là-dedans. Mais c'est dû aux Oblats qu'on a le rapport l'autre côté de la médaille. Donc, parce que les Oblats étaient parmi les Algonquins, fait qu'ils voyaient le rapport de force. Et puis, les Oblats ont quand même un côté sensible à ça, les injustices, tout ça. Les Oblats ont documenté comment Wright et ses successeurs ont pris possession des terres. Ils ont documenté comment est-ce qu'ils ont volé le droit de subsistance, la destruction des forêts. C'est tout écrit dans les rapports des Oblats. Le constat des missionnaires. Les missionnaires ont été témoins directs des ravages causés par le contact avec les chantiers. Il y a l'alcool. Tu sais, les chantiers, c'était sèche, il n'y avait pas d'alcool. Mais ici, les Oblats parlent qu'il y a de l'alcool, qui a été écrit des longues lettres dénonçant que le marché du bois utilisait de l'eau de vie pour tromper les Algonquins dans leurs échanges pour affaiblir la résistance. Donc peut-être qu'on s'échangeait un petit coup ici et là pendant qu'on se parlait, on se calmait, l'esprit de l'alcool remettait en douceur, puis c'était peut-être plus facile à manipuler une fois qu'il y avait de l'alcool dans le pourparler. Donc, il y a aussi les maladies. Ça, il faut le parler. Il y avait des épidémies qui ont été rapportées dans les chantiers, qui a eu un impact dans la communauté autochtone. Le conflit d'autorité, les Oblats mentionnent. Les Oblats étaient heurtés aux intérêts des compagnies forestières et Philemon Wright. Eux autres voulaient faire quelque chose, voulaient améliorer, même qu'on en parle avec Monseigneur Gig et tout ça. Je n'irai pas là-dedans. Il y a plein de choses qui étaient écrites. Peut-être que je vais retourner à un moment donné, mais comme c'est là, je me concentre un peu juste en général.
La vision moraliste et protectrice des Oblats. Mm. Donc, les Oblats avaient leur propre agenda. Mm. C'était la conversion au catholicisme. Eux autres, ils amadouillaient aussi. Fait, ils rapportaient des choses, mais il y avait un petit jeu qui se faisait là. Puis ils voulaient pas être eux autres mis dans une situation où ce qui était eux aussi obstacle au progrès de l'industrie forestière, de la colonisation. Fait que les autres, ils voyaient pas de méchant œil, ils aimaient pas juste comment est-ce qu'on le faisait, comment est-ce qu'on l'approche était faite. Ils dénonçaient ça, mais ils dénonçaient pas la colonisation puis tout ça. Ok. Donc c'est important de mentionner. Il y a eu le récit là-dedans qui a été rapporté sur la destruction des érablières. Les bûcherons ont délibérément abattu des érablières ancestrales des familles algonquines qui disaient depuis des générations pour produire le sucre, une source vitale pour passer l'hiver. Pour eux autres, faire les sucres, c'est important. Les sucres, c'était pas l'arrivée des Canadiens français puis le Canada, c'était vraiment les Autochtones qui étaient à la source de cette connaissance de créer du sucre d'érable et aussi le sirop d'érable qui est devenu une industrie aussi au Québec. Justification de la colonie. Les Algonquins ont protesté, ont le bûcheron, tout ça. Donc, puis le gouvernement, ben, les autres, c'était pas important. L'autorité du gouvernement était plus important. Puis le gouvernement appuyait right. Donc, c'est important de le mentionner. Je pourrais aller parce qu'il y a des témoignages, il y a le père Garin, il y a des Oblats, je parle, Pierre-Jean Nicolet de Laval-Lorchère, il y a plusieurs noms qui viennent dans les documents où on parle de cette situation avec les Algonquins, qui trouvaient injuste. Ils le trouvaient injuste. Mais comme j'ai dit, ils voulaient pas se trouver eux aussi comme obstacle au progrès du gouvernement de Philemon Wright, des choses comme ça. C'est important de mentionner ça. Donc, on parle maintenant, tu sais, Philemon Wright, le gouvernement s'en prend, il est capable de faire ces choses-là. On comprend comment est-ce que ça s'est fait. L'intimidation, ça a été quelque chose qu'on mentionne pas. Mais c'est ça la tactique d'intimidation. N'oubliez pas, Philemon Wright est aussi juge de paix. Donc, ça joue un rôle. Puis, je pense qu'il y a eu même un blocage. Le blocage, il y a eu lieu sur la rivière des Outaouais. Puis, on mentionne que Philemon Wright s'est rendu sur les lieux pour parler, pour faire des pourparlers. Mais ça a été quelque chose de concret. C'était la première fois que le gouvernement... Oh, il y a un blocus. Okay? Comme je l'ai dit, il y avait un rapport de force intimidant. Donc, la création de la réserve de Maniwaki, c'est là qu'il y a eu... Ça a été le moteur de tout ça pour créer la réserve. Donc, c'est en 1853, les Oblats aident les Algonquins à démarrer leurs réserves. Cette réserve, c'est aujourd'hui Kiliganzibi, c'est à lac désert. Et puis, ma famille est liée à cette histoire-là. C'est drôle. Vous allez voir que je suis vraiment, quand je dis origine boréale, c'est ça. Ma famille est vraiment liée à toute cette histoire de l'Outaouais, de la colonisation, de l'industrie forestière, du contact. En tout cas, on va aller là-dedans là, parce que j'ai ma famille Baudouin. Ils étaient reconnus comme des freemen. On va faire un épisode là-dessus à un moment donné, parce que c'est fort intéressant. Et les côtés du Saint-Aubin sont venus en tant que colons. Puis eux autres aussi, une histoire incroyable à discuter. Puis c'est ça l'histoire de l'Outaouais. C'est beaucoup plus complexe qu'on pense. Il y a beaucoup plus d'histoires, de famille. Comment est-ce qu'on s'est rendu là? On en connaît beaucoup sur les Irlandais, on connaît beaucoup sur les Écossais, tout ça. Mais on connaît très peu sur l'histoire des Canadiens français, les Canadiens aujourd'hui, on se dit Québécois et Québécoises. Mais voyez-vous, c'est ça l'histoire, cette partie-là de l'histoire, on n'en parle pas beaucoup, puis j'ai osé des fois d'en parler, puis j'ai eu des gens qui ont comme repoussé,
Puis dans des textes qu'on a, qui étaient écrits dans le Pontiac, on a, selon les gens qui ont écrit, les Canadiens français n'avaient pas vraiment eu un grand rôle. Okay? Mais pourtant, si on fait une recherche d'où viennent ces Canadiens français-là et pourquoi ils sont venus ici, ils ont acheté leur terre en passant. Okay? Là, c'est important de le mentionner. Donc, on va aller là-dedans à un moment donné, mais on veut vraiment se concentrer sur les chantiers, parce que je peux aller à gauche, pas à droite. Donc, pour parler du blocus de la rivière, les Algonquins, on peut trouver beaucoup de documents, puis c'est le père André Garin qui rencontre cette chose-là, qui parle dans ses documents, ses échanges. C'est que les gens me demandent des références, mais c'est ça, ces références de documents historiques. Les Algonquins, oui, ont résisté. Puis c'est ça que les fois, on pense qu'ils n'ont rien fait. Non, 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 non. Les Algonquins ils ont fait ce qu'ils pouvaient dans leurs moyens, dans leurs propres moyens. Comme vous avez vu, l'oppression envers eux, c'était organisé, puis c'était constant. Okay? Le discours de Wright de civilisation, c'est un mensonge. Tout ce qu'il disait, c'était pas dans le but. C'était d'ouvrir le territoire de la colonisation, d'ouvrir à l'exploitation forestière, tout ça. Le côté mercantile de l'Empire britannique, mais aussi les Américains. On le voit encore aujourd'hui. Hein? Je n'irai pas là, mais voyez un peu le jeu. J'ai fait un peu de recherche. On va aller là-dedans à un moment donné parce que toute la question de Wright, comme j'ai déjà dit, ça me tracasse. Je vais savoir plus en détail qui a fait le lien. Donc, c'est ça. Il y avait la milice de Hull, mais je vais vous dire quelque chose. C'est important. Philemon Wright, avec tout ça, OK? C'est un homme impressionnant. Je vais vous dire, je l'ai ici, tout son armement qu'il avait à sa disposition. Une milice. Il possédait des musquets, il possédait des fusils, et il utilisait la hache comme des armes. Et aussi, il y avait, comme je disais, des canons. C'est 2 canons qu'il y avait. Fait que, tu sais, je suis certain qu'il exposait ses canons au public, puis, tu sais, il y avait quelque chose à démontrer. Le but, c'était intimider les Algonquins, protéger les chantiers et contrôler le territoire. C'est ça qui était son but. Puis comme j'ai parlé dans le dernier épisode, ces camps ces camps forestiers, ces camps de bûcherons, c'était géré comme des camps militaires. C'est un loyaliste. Tout le monde dit, il est un loyaliste. Il y a une ambiguïté là-dessus. Parce que même pour la couronne britannique, même pour le... Tu sais, il y avait une magouille, mais on se méfiait de lui. Okay? Parce qu'il y avait la guerre. La guerre s'est déclarée en 1812. Ces garçons, tout ça, on n'a pas eu besoin de s'inscrire, de participer, parce qu'ils se sont inscrits dans la milice locale, parce que tu avais des choix. Fait que tu mettais, tu signais pour devenir un milicien, un voltigeur, ou tu devenais milicien de ton comté ou dans ton territoire pour protéger les biens de la communauté. Comme il y avait des miliciens, comme la milice, il y a eu des milices dans le Pontiac aussi. C'était vraiment ça. Mais c'était à l'époque de la guerre de 1812 jusqu'à 1815. Donc, le rapport de force était là, il y avait une crainte. Donc, sa milice reste à Hull. Elle ne va pas dans le bas du fleuve. Mais parce que il y a quelque chose qui se passe, il y a des documents qui... Parce qu'on le soupçonne, on dit, regarde, on va le garder, on va le garder le plus loin possible du conflit. Fait que on le soupçonne, puis on dit qu'il reste dans son comté. Si on devrait lui demander son aide pour combattre, on va aller le chercher, mais il est plus loin qu'il est, mieux que c'est, dans le fond. Donc, mais on s'est vraiment fié sur les Canadiens à l'époque pour protéger le Bas-Canada, parce que les Américains s'étaient prendre possession de Montréal et du Bas-Canada pour faire le blocus pour prendre possession du Haut-Canada. Voyez-vous, le jeu fait qu'on a vraiment eu besoin des Canadiens pour défendre les intérêts de la colonie britannique. On va aller là-dedans à un moment donné, plus en détail. Donc, pour le gouverneur d'Alousie, hein, on connaît le gouverneur d'Alousie, un beau nom à Ottawa, il y a un nom de rue, il y a même Colonel Bay, tout ça. Donc, Colonel Bay avait une fascination, puis c'est lui qui a donné les canons à Philemon Wright.
Et sûrement, c'est lui qui a aidé de rendre sa milice un peu plus militaire. On fait des musquets, des choses comme ça, qu'est-ce qu'il y avait de besoin comme munitions. Mais pour Dalhousie, il le voyait encore comme un Américain opportuniste. C'est un homme qui était, pour lui, dangereux politiquement. Il était magouilleux, Philemon Wright. Il a comme s'est moqué du système britannique en mentissant, en jouant, puis en connaissant le rouage de Leader Associates pour le niveau de la colonisation. Fait que lui, il a eu une opportunité incroyable. Donc, Dalhousie, qui a fondé Bytown en 1826, il se méfiait de Philemon Wright. Il y a des documents, tout ça. Lui voulait réduire l'influence de Wright puis renforcer le contrôle britannique dans le territoire. Il l'a fait dans le Haut-Canada. Dans le Bas-Canada, il y a eu quelque chose de bien bizarre. Donc, Philemon Wright n'était pas seulement un pionnier. C'est un homme de pouvoir, un industriel armé, un acteur de dépossession. Hein? On est en train de démystifier Philemon Wright. Oui, il faut le faire. Parce que pour parler de vérité et de réconciliation, il faut mentionner ce côté de cette histoire-là. Donc, le contexte du blocus, 1806, je l'ai mentionné. C'est important là, de parler de la réalité, de la vérité. Donc, si on parle de déposséder de territoire, ça a eu lieu. Quand on dit territoire non cédé, mais là, vous le comprenez. Okay? C'est important de le dire. Qu'est-ce que ça a fait, c'est que quand que l'industrie de l'Empire Wright a changé en 1846, par passant, je veux mentionner, c'est Alonzo Wright qui a continué la suite de l'entreprise qui est jusqu'à sa fin. Donc, c'est important de le mentionner que au fur et à mesure, une fois que l'industrie, la force s'est éténuée à un moment donné, parce qu'il y avait d'autres compagnies forestières qui s'intéressaient. Donc, quand les compagnies forestières sont arrivées suite à Philemon Wright, mais tout ça, qu'est-ce qu'il avait fait, était déjà mis en place. Le rouleau compresseur avait déjà été commencé chez les Algonquins. Bryson a joué le jeu aussi. D'autres compagnies forestières, plus tard, ils n'ont pas eu vraiment besoin à avoir un rapport de force avec les Algonquins. C'était déjà établi, les Algonquins étaient envoyés dans les réserves. Okay? Mais dans le temps de Bryson, les Algonquins étaient encore dans ce territoire. Il y a des mentions, les Oblats mentionnent encore. Et plus que l'industrie forestière avançait, plus que qu'est-ce qui restait de l'industrie tête des fourrures disparaissait, mais on poussait les Algonquins. Puis le dernier poste avant qu'on arrive au Témiscamingue, c'était la rivière du Moine. On mentionne qu'il y avait un poste de traite là. Il y avait encore, avant que la rivière soit développée, sa région de la vallée de la rivière du Moine a été développée, a été pris en possession par les compagnies forestières. Il y a vraiment eu un genre de manière de pousser les Algonquins plus en plus, parce qu'on avait des lois, on avait des choses qu'on pouvait utiliser contre eux. Donc, sur le territoire, là-dedans, je vais en parler plus en détail, comment ça s'est produit. Donc, si on veut faire un lien, j'ai des amis qui m'ont fait le lien, parce que je leur parle à plein de gens. Ils disent, c'est un Séraphin, là. Tu sais, Philemon Wright, c'est un Séraphin, George Bryson, c'est un Séraphin. Tous ces gens-là ont profité du territoire. Et puis, on va aller voir plus comment est-ce que maintenant, on lâche Philemon Wright. Puis j'ai pu expliquer la question du territoire en relation avec le peuple Anishinaabe et Algonquin, comment on a pris possession du territoire. Là, je m'en vais dans les prochains balados. On va aller toucher George Bryson, puis je vous garantis, on va aller parler des hommes dans les chantiers. J'ai trouvé des lettres, des copies de lettres qu'envoyaient à leurs épouses. Tout ça, on va en parler. On va aller voir le côté plus humain dans les chantiers. Qu'est-ce qui était la vie dans les chantiers. Pas les chantiers de Philemon Wright, là, je l'ai déjà parlé, c'était rude, difficile. C'était encore difficile et rude jusqu'à la fin des camps de bûcherons. Mon père était à la fin des camps de bûcherons, mon grand-père aussi. Donc,
l'ère des grands chantiers là, dans le bois qu'on partait pour des semaines. Vous allez voir pourquoi on ne partait plus pour des semaines à un moment donné. En tout cas, on va se rendre là à aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Moi, j'adore ça. Aller fouiller, aller poser des questions, puis aller faire mes enquêtes. Puis, parce que si on a une question, puis on n'a pas de réponse, allez fouiller, allez voir. Il n'y a pas de mal là-dedans. Je sais, des fois, ça peut causer une remise en question. Ici, surtout avec Film and Write, au niveau historique. Le but, c'était pas de me rendre de Film and Write un démon, puis en faire un personnage, tu sais. Mais c'est important de parler qu'est-ce qu'il a fait. Il faut parler de la colonisation, il faut parler de son influence. Puis n'oubliez pas, il était député pendant ce temps-là. Ouais. Donc, on va faire le lien à un moment donné quand on va revenir au niveau des colons qui arrivent dans le Pontiac. Il faut en parler de la crise agricole dans le bas du Canada, l'époque de 1812 et tout ça. Film and Wright joue un peu d'un rôle. Il y a, ouais. Donc, il a su là aussi profiter. Donc, je vous laisse là-dessus, puis on se revoit très bientôt, mes amis. À la prochaine!